mais il y a une limite aussi à l'endettement, ou bien on commence à sabrer de manière dramatique dans toutes les dépenses publiques et dans la péréquation, donc dans les transferts fédéral-provincial. Là, ça, c'est pas un peu révoltant, ça, à un moment donné, quand ça fait des décennies qu'on se dit qu'il faut se serrer la ceinture, il faut rembourser la dette, on paye des 30-40 milliards de dollars juste en intérêt aux banquiers comme ça. Puis là, on commence à s'en sortir, on commence à faire baisser ça, puis justement, quand on commence à rembourser la dette nationale, boum, là, on se fait rembourser, on se fait rajouter des factures comme ça de 75 milliards de dollars sans qu'on soit même consulté. Et puis, c'est rembourser ces banquiers-là c'est en fait ces institutions financières-là qui ont créé la crise en premier lieu. Je veux dire, c'est pas qu'il y a un élément criminel là-dedans. À un moment donné, c'est pas une révolution qu'il faudrait, je sais pas où. Je suis un peu fâché pour vous dire, là. En fait, c'est encore bien pire que ça. D'abord, il faut comprendre que les banques sont récipiendaires de 75 milliards de dollars. Je prends les chiffres canadiens. Aux États-Unis, c'est 700 milliards. C'est à peu près 10 fois plus au taux de change, plus ou moins au taux de change actuel. Ça va à peu près au prorata avec la population. Disons, c'est ça. Alors, bon, les banques sont récipiendaires des cadeaux du gouvernement financés par le contribuable. C'est ça. Mais pour que cette opération se fasse, les banques sont également les créanciers de l'État. Donc, les banques vont financer, vont prendre une partie de cette dette publique. Donc, ils vont racheter des obligations, etc., mais ils vont également les transiger sur le marché des dettes, okay, au niveau national, international. Donc, et ces mêmes banques et ces mêmes institutions financières vont avoir un droit de regard sur la gestion de l'État, parce également, on sait que Wall Street fait la cotation des dettes par Moody's, Standard & Poor's, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fin de compte, les récipiendaires des handouts, donc des cadeaux consentis au niveau de l'opération de sauvetage, sont les créanciers de l'État. Alors, en quelque sorte, l'État est en train de financer son propre endettement. Voilà. Le pouvoir réel du gouvernement est en train de tomber dans les mains de ces financiers-là. C'est un peu comme une gouvernance globale qui est installée à travers la structure financière. Mais absolument, mais c'est pire encore parce que les banques vont dire vous nous donnez 70 milliards de dollars, mais nous, on va vous prêter l'argent pour que vous financez le cadeau que vous allez nous donner. Incroyable. C'est un peu ça. Parce que le gouvernement peut prendre l'argent va prendre l'argent disons à l'intérieur de la structure des finances publiques et c'est de l'argent qui est financé par les impôts bien sûr, mais une partie va être financée par la dette parce que les impôts ne suffiront pas. Non, c'est ça. Alors il y a deux manières de le financer, c'est soit de sabrer dans les dépenses de l'État. Et ça, c'est santé, éducation, infrastructure, toutes les activités publiques. Et ça va se répercuter au niveau provincial, ça c'est clair. Et l'autre façon de le financer, c'est d'émettre des bons du Trésor, des obligations qui vont nécessairement exiger l'aval des créanciers de l'État, qui sont les banques, et pas nécessairement que ces banques-là prennent en charge toute la dette publique, ils vont la revendre, bien sûr, mais les banques deviennent à ce titre-là les entités de surveillance de l'État. Alors c'est quelque chose de circulaire, parce qu'ils vont dire il faut absolument que vous financez nos cadeaux, parce que sinon on va faire banqueroute, on a besoin de ça pour survivre, etc. Mais attention, là, si vous nous donnez des cadeaux, faites attention parce que c'est nous qu'on va vous prêter l'argent. Okay? Ça va être c'est ça, ça va être un racket mafieux. C'est un racket mafieux, c'est quelque chose de circulaire et ça mène en fin de compte à l'effondrement des finances publiques. C'est ça. Moi, je prévois l'effondrement, une crise des finances publiques qui est sans précédent dans l'histoire de ce pays. On va le voir aux États-Unis également. Comment ça va se manifester? Je crois également par l'effondrement de tous les programmes, tous les services publics. Parce que on ne peut pas l'Union soviétique. Parce que les montants sont tellement énormes. Alors on transfère des sommes énormes aux banques.
Et ensuite, bon, il faut commencer à couper quelque part. Alors ici, il y a eu un débat il y a eu le débat de la campagne électorale fédérale. Et puis ensuite, il y a eu, en ce moment, bon, il y a la campagne électorale au Québec. Et ce qui me... Et la semaine dernière, on a eu le discours du trône. Tous les analystes se sont prononcés. On dit, ah, le discours du trône, Stephen Harper annonce un déficit, etc. C'est de la mauvaise gestion. C'est évident qu'il y aura un déficit avec les 70 milliards de dollars. Je veux dire, c'est l'évidence même. Ça va être un trou noir, on n'avait même pas besoin d'en faire l'annonce, mais le 70 milliards de dollars n'a pas été mentionné ni dans le discours du trône, ni dans les commentaires provenant de l'opposition, ni par la presse. C'est comme si ça n'existait pas. C'est comme s'il se passe rien, ouais. Et on a eu le sommet du G8 qui se sont rencontrés ensemble, puis je veux dire, ça n'a pas rien changé non plus. C'est les mêmes acteurs qui viennent se rencontrer, puis bien manger, puis on s'en retourne chez soi. Ben c'est ça. Alors le débat a porté surtout, bon, la gestion financière, le déficit zéro. Est-ce que M. Harper est irresponsable parce que maintenant il nous annonce un déficit? Alors, et puis le déficit qu'il annonce ne prend pas en ligne de compte le fait qu'il y a ce 75 milliards. C'est comme si ça n'existait pas. Donc il y a un mensonge au niveau de la compréhension de l'économie qui est grave parce que les gens... d'abord, on fait face à des mécanismes qui sont quand même assez complexes, il faut les expliquer, etc. Mais il y a aussi une méconnaissance de la part des politiciens. Je crois que les politiciens eux-mêmes ne comprennent pas cette crise. Ben, il faut dire que les médias qui ont été consolidés aussi, qui sont dans la main de quelques, dans le fond, agents financiers aussi, ne rapportent pas la vérité, là. C'est pour ça que je suis content de vous parler. Oui. Bon, alors voilà, ça c'est un peu le contexte. Bon. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Parce qu'on sait qu'il y a des temps difficiles qui s'en viennent, là. Sortez de la bourse. Sortez de la bourse. Bien sûr, il faut choisir un moment pour sortir de la bourse. C'est une décision qui est dure à faire lorsqu'on est déjà dans la bourse. À ce point-ci de la crise, il aurait fallu sortir bien plus tôt. Mais cette crise va se consolider. Je crois que c'est très important qu'on prenne position au niveau politique, au niveau social, qu'on en débatte, qu'on remette en question la légitimité des principaux acteurs. C'est ça, en fait. Il faudrait exposer la vraie situation, là. C'est expliquer aux gens d'où viennent en fait toute cette crise-là, de comprendre qui sont les acteurs derrière, puis qui en profitent aussi en ce moment. Et puis déjà là, je pense en forçant une transparence sur tout le système financier et détruire les hedge funds et puis les paradis financiers, en fait les paradis fiscaux. Il y a certainement une série de choses qui peuvent être faites au niveau de propositions formelles. OK, alors en tout cas, je vous remercie de cette entrevue et puis certainement c'est quelque chose qu'on pourra reprendre dans une prochaine émission. Oui, on fera ça. Ça va certainement durer longtemps. C'est ça, puis il va y avoir d'autres choses à expliquer. Ben écoutez, je vous remercie mille fois. Donc j'invite les auditeurs à aller consulter les sites du professeur Michel Tchaikovsky. Merci beaucoup. Je rappelle pour les auditeurs, notre site en français, c'est www.mondialisation.ca et en anglais, c'est www.globalresearch.ca.